Le ciel au-dessus du nord-ouest Pacifique américain est en feu. À exactement 5h09 du matin, 3 détonations IEM à haute altitude détruisent un des satellites. Tout le réseau électrique de la côte ouest s'éteint. Les téléphones cessent de fonctionner. Les voitures intelligentes deviennent des briques coûteuses. Ce n'est que le début. Le véritable cauchemar est sur le point de commencer. Des dizaines de missiles de croisière traversent le Puget Sound et frappent bases aériennes, centres de données, sous-stations électriques. Des essaims de drones bourdonnent depuis le Pacifique, brouillant les radars et identifiant les cibles avec une précision terrifiante. Alors que Seattle vacille, des commandos russes infiltrés lancent des attaques coordonnées contre les ports et les infrastructures critiques. Ils sont en place depuis des semaines, voire des mois, se fondant dans la masse, déguisés en dockers. Les forces amphibies chinoises se joignent à l'attaque, débarquant des troupes et des blindés directement depuis des cargos réaménagés. Des images en temps réel sont diffusées à travers le Pacifique grâce à des ballons de surveillance flottant haut, au-dessus du champ de bataille. L'impensable s'est produit, le territoire national a été frappé. Jour 0, 4h30 du matin, heure de l'Est. Cela commence comme n'importe quel autre matin. Les opérateurs du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, NORAD, vaquent à leur tâche. Puis quelqu'un remarque de faibles signaux apparaître sur les écrans radars qui surveillant le Pacifique. Un instant plus tard, des satellites infrarouges américains détectent des éclairs de chaleur intense, la signature inconfondable de lancement de missiles. Les ordinateurs s'empressent de les identifier, et la réponse arrive presque immédiatement. Des missiles de croisière et des missiles balistiques à courte portée, pas seulement un ou deux, mais toute une vague. Et ils se dirigent tous vers les États-Unis continentaux. Les missiles n'ont pas été lancés depuis un territoire ennemi. Ils proviennent de sous-marins tapis dans les profondeurs du Pacifique et de cargos se faisant passer pour des navires civils dans les eaux internationales. Personne ne comprend que ce n'est pas simplement un barrage de missiles. C'est le coup d'envoi d'une invasion russo-chinoise à grande échelle et coordonnée. La cible, c'est Seattle. L'objectif est bien plus ambitieux que la destruction. Ils ont l'intention de s'emparer du territoire. Ils veulent forcer la marine américaine à quitter la région suffisamment longtemps pour établir une tête de pont. Ils veulent la domination maritime. Un débarquement réussi signifie qu'ils peuvent établir une base avancée sur le sol américain. Les alarmes retentissent dans tout le NORAD. Le centre d'opération des monts Cheyenne est en effervescence. Klaxons, activité frénétique. Ce n'est pas un exercice. Les téléphones sécurisés sonnent. Les réseaux cryptés sont saturés de trafic. À 2600 km de là, à Washington DC, le président est brusquement réveillé. En quelques minutes, les agents des services comme secrets le conduisent vers un bunker sécurisé. Des assistants le tiennent informé à chaque étape. La situation est instable. Les choses évoluent rapidement. Tout ce que l'on sait, c'est que l'Amérique est attaquée. 7 minutes plus tard à peine, la riposte est déjà en cours. Partout dans le pays, l'US Air Force et la Garde nationale aérienne se mobilisent pour l'opération Noble Eagle. Cette mission de défense aérienne, lancée après le 11 septembre, vise à protéger l'espace aérien américain. À Fort Worth, une paire de F-16 rugit sur la piste et s'élance dans le ciel à l'aube, avant même que leurs pilotes soient complètement réveillés. Partout aux États-Unis, du Massachusetts à Hawaï, des avions de chasse en alerte, des F-15 Eagle, des F-22 Raptor et des FA-18 de la marine décollent en quelques minutes après l'alerte. Les contrôleurs radars leur transmettent des cibles alors qu'ils foncent vers la menace. Leur mission est simple, détruire les missiles entrants et intercepter tout ce qui suit. En même temps, le NORAD et la FAA clouent au sol tous les vols civils. C'est une mesure qu'on n'avait pas vue depuis le 11 septembre, mais cette fois, le but n'est pas de sécuriser le ciel après une attaque. Il s'agit de le dégager avant que le combat principal ne commence. 4h45 du matin, les missiles commencent à arriver. Au large des côtes américaines, les destroyers Aegis lancent leurs intercepteurs pour abattre les menaces avant qu'elles n'atteignent la terre ferme. Au-dessus de la Floride, une batterie patriote protégeant la base aérienne de MacDill verrouille un missile de croisière à basse altitude. Quelques secondes plus tard, le ciel au-dessus de la baie de Tampa s'embrase dans une boule de feu. Mais tout n'est pas arrêté. Sur la côte ouest, l'assaut est brutal. Des missiles de croisière détruisent les radars d'alerte avancés dans le nord de la Californie, aveuglant une partie du réseau de défense au moment crucial. Au nord, la base Lewis McChord près de Tacoma, dans l'état de Washington, essuie plusieurs frappes. Les pistes sont couvertes de cratères, et les opérations aériennes cessent totalement. Le port de Seattle subit des frappes de précision, provoquant des ondes de choc sur le front de mer. Quelques minutes plus tard, une explosion massive secoue le corridor de l'I-5 au sud du centre-ville. Un pont s'effondre sur l'autoroute.
paralysant l'une des artères de transport les plus critiques de la région. Mais les missiles ne sont qu'une partie de l'assaut. Alors que les équipes d'urgence s'empressent de réagir, une seconde menace apparaît. Des essaims de drones commencent à descendre sur la ville. Leurs cibles ne sont pas des bases militaires. Ce sont des centres de communication et des centres d'intervention d'urgence, les éléments clés de l'infrastructure qui maintiennent la ville unie. Lorsque la première vague est terminée, environ 40 missiles ennemis ont frappé le sol américain. Les dégâts sont énormes. Une raffinerie de pétrole brûle, les systèmes radars sont aveuglés et les réseaux de communication sont poussés à leurs limites. Mais la surprise stratégique échoue. Les États-Unis sont blessés, mais pas paralysés. Les principales installations militaires restent opérationnelles. Les réseaux de commandement et de contrôle fonctionnent toujours, mais des avions sont déjà en vol et les forces sont en mouvement. À chaque minute qui passe, les commandants ont une vision plus claire de ce à quoi ils sont confrontés. L'Amérique est prête à riposter. Jour 0, 5h30 de l'Est. Alors que l'ampleur de l'attaque devient claire, le contrôle passe au commandement nord des États-Unis. Dans leur QG à Colorado Springs, les commandants coordonnent la plus vaste opération de défense du territoire américain de l'histoire américaine moderne. Puis vient un ordre qu'aucun officier militaire américain n'a jamais entendu dans la réalité. DEF DEFCON 1. Le plus haut niveau d'alerte militaire. Le dernier échelon de l'escalade. Des avions de chasse commencent à tourner autour des sites stratégiques clés, tandis que des patrouilles aériennes de combat prennent position au-dessus de Washington, D.C. et de New York. Certains protègent les centres de commandement du NORAD, la Silicon Valley et les sites de missiles nucléaires du Midwest. Mais la véritable bataille a lieu dans le nord-ouest du Pacifique. Les forces pour stopper l'invasion sont limitées. Des membres de la 7e division d'infanterie du personnel de l'armée de l'air à la base conjointe Lewis McChord et des équipes des forces spéciales de l'armée. Ils sont soutenus par des avions provenant des bases aéronavales voisines. Pour l'instant, ils sont la seule ligne de défense, et les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Les pires craintes de l'Amérique sont confirmées. Des troupes chinoises et russes ont débarqué à Elliott Bay, à Seattle. Des véhicules blindés amphibies commencent à débarquer de cargos convertis, sous une protection de drones et de tirs de missiles. Des équipes de Spetsnaz russes sabotent des ponts et des ports. Les goulets d'étranglement dans les transports s'aggravent. Au large, la menace continue de croître. Un groupe aéronaval chinois est entré dans le Pacifique oriental, accompagné de bombardiers à long rayon d'action et de destroyers se dirigeant vers la Californie. La stratégie est classique, mordre et tenir, capturer un centre urbain clé, couper l'accès au Pacifique et profiter du chaos pour pousser vers une issue négociée. Espérons-le, avant que toute la puissance de feu américaine n'arrive. Au large de la côte ouest, les patrouilleurs de la garde côtière et les navires de combat littoraux de la marine se positionnent, formant un cordon défensif le long des approches stratégiques. Ce qui avait commencé comme une urgence localisée est désormais un effort de défense maritime coordonné. À l'intérieur des terres, la situation est tendue. À Fort Bragg et à Fort Campbell, la 82e division aéroportée et la 101e division aéroportée sont placées en alerte de 4 heures. Les troupes ne sont pas encore déployées, mais ne sont plus à leur niveau de préparation habituel. Le matériel est vérifié, et les ordres prêts pour un déplacement rapide. Chaque échelon de l'armée américaine est désormais engagé, ou se prépare à l'être. Le président s'adresse à la nation depuis un bunker sécurisé. Le hashtag États-Unis attaqués, Your US Under Attack, et le hashtag 3e guerre mondiale. World War III commence à devenir tendance sur les réseaux sociaux. Des vidéos de F-22 hurlant au-dessus de Seattle deviennent virales. Des images de destruction dans les ports et d'infrastructures effondrées envahissent les profils et les plateformes. Puis, le réseau cellulaire tombe en panne. 8 heures du matin. Alors que les États-Unis se réveillent, les renseignements militaires dressent un tableau plus clair. Ce qui semblait être une attaque terroriste est en réalité une occupation transpacifique coordonnée et multidomaine. Les forces ennemies sont déployées depuis des sous-marins près des côtes de l'Alaska, des navires près d'Hawaï et des bombardiers à moyenne portée opérant depuis les Kuriles et les îles revendiquées par la Chine en mer de Chine méridionale. Une attaque de diversion est déjà en cours à travers la DMZ, avec des dizaines de milliers de soldats nord-coréens déferlant vers le sud. Les renseignements révèlent que les exercices en mer de Chine méridionale et dans l'Arctique n'ont jamais été de simples manœuvres, mais un piège. Tout cela faisait partie d'un plan élaboré pour éloigner les groupes de porte-avions américains du continent à un moment critique. Pendant que cela se produisait, des vagues de cyberattaques ont paralysé les réseaux d'alerte précoce, perturbé les flux satellites et brouillé les communications essentielles. Pendant une courte mais dangereuse période, le renseignement américain est effectivement aveugle. C'est juste assez long pour que les flottes d'assaut puissent s'approcher sans être détectées.
Les premiers signes révèlent une tentative coordonnée de bouleversement, visant à s'emparer du Pacifique et à contraindre les forces américaines à un repli rapide et brutal. Mais cet avantage ne dure pas. Malgré l'ampleur de l'attaque, la résilience américaine demeure. Les protocoles de continuité gouvernementale sont activés aussitôt. Les centres de commandement enfouis à Cheyenne Mountain et Raven Rock restent actifs. Les lignes sécurisées sont redirigées. Après le choc initial, les États-Unis préparent leur riposte. À l'approche de midi, le Pentagone comprend l'ampleur de la manœuvre. Les forces ennemies ont capturé Seattle. Les mouvements navals suggèrent que les prochaines cibles pourraient inclure la côte californienne ou l'Alaska. Il est temps pour les États-Unis de montrer leur force. La deuxième flotte se précipite pour renforcer la côte atlantique contre toute attaque secondaire. Sur le front du Pacifique, la 3e et la 7e flotte regroupent leurs forces pour lancer l'opération Iron Undertow. C'est une campagne coordonnée visant à repousser les forces chinoises et russes hors des eaux américaines et à empêcher tout autre débarquement. Des F-35 décollent à des porte-avions au large de San Diego et volent vers le nord. En dessous d'eux, des P-8 Poseidon avancent en arc lent et délibéré à travers le Pacifique. Ces prédateurs chasseurs de sous-marins balayent les océans à la recherche de tout ce qui n'a pas sa place ici. Plus loin à l'arrière, des B-52 à Barksdale et des Bayonne à Ellsworth mettent leurs moteurs en marche, prêts à lancer des frappes de longue portée à distance de sécurité contre tout navire de commandement amphibie qui s'aventurerait trop près du rivage. Au sol, la réaction est tout aussi rapide. Les unités de l'armée de terre et du corps des Marines longent la côte à toute vitesse pour créer un cercle défensif autour de Seattle. Les autoroutes inter-États sont transformées en axes de convoi et en couloirs de déploiement. Derrière eux, les forces de la garde nationale à travers Washington, l'Oregon et l'Idaho fortifient les routes clés. Les civils sont évacués des zones de conflit potentiels. La bataille pour Seattle et la patrie a commencé. Premier jour. La dernière mobilisation américaine de cette ampleur remonte au lendemain de Pearl Harbor en 1941, alors que les combats se déroulaient de l'autre côté des océans. Cette fois, il n'y a pas de front lointain. Seattle est occupée, et la côte ouest est un champ de bataille. Le président invoque la loi sur les pouvoirs de guerre et déclare l'état d'urgence national. En quelques heures, les 50 gouverneurs activent leurs unités de la garde nationale de l'armée et de l'air. Près de 325 000 soldats de la garde nationale de l'armée et 105 000 aviateurs de la garde nationale de l'air sont en service fédéral. Presque du jour au lendemain, ils deviennent l'ossature défensive du pays. Les soldats citoyens sécurisent ponts, centrales, centres de communication et bâtiments officiels. À New York, les gardes nationaux s'installent derrière des sacs de sable surplombant le Hudson. À Washington DC, les points de contrôle se multiplient près du Capitole et du Pentagone, transformant ces sites emblématiques en zones contrôlées. Mais à l'ouest, on a l'impression d'être dans un tout autre monde. À Portland, les autoroutes sont devenues des lignes de défense. À Spokane, des batteries de défense aérienne sont positionnées autour des aéroports. d'Eugene à Bellingham, les carrefours stratégiques sont protégés. Les troupes s'installent et attendent. Seattle, toujours en flammes, est devenu le théâtre d'une bataille urbaine disputée. La base commune Lewis McChord, frappée durement le premier jour, reste submergée. Les unités américaines s'efforcent de tenir la ligne au sud de Tacoma. Les évacuations de civils se poursuivent, souvent à travers des couloirs menacés par des frappes de drones. L'intention de l'ennemi devient de plus en plus évidente. Creuser des positions, disperser les renforts et gagner assez de temps pour établir une ligne logistique à travers le Pacifique. Le gouvernement fédéral agit rapidement. Il saisit les industries selon la loi sur la production de défense. Le carburant est réservé aux convois militaires. Les avions civils sont réquisitionnés pour le transport. Des munitions et des drones sortent des chaînes de production jour et nuit. Les dirigeants sont précipités pour sécuriser des sites comme Cheyenne Mountain et Raven Rock. Le Congrès se réunit toujours par l'intermédiaire de liaisons vidéo cryptées, leurs visages vacillant sur des écrans sous le béton et la lumière fluorescente. Il semble que la résolution publique ait réussi à tenir. Pour l'instant. Près des zones d'attaque, les tensions commencent à déborder. De San Diego à Salt Lake, des civils déplacés remplissent les autoroutes et les abris. Les systèmes commencent à atteindre leur point de rupture. Des couvre-feux sont instaurés dans 48 comtés de la côte ouest. Des achats frénétiques et des pillages éclatent. Les magasins sont vidés en quelques heures. La nourriture, le carburant et d'autres produits essentiels disparaissent. La société s'effondre là-bas. Deuxième jour. L'Amérique est une nation d'amateurs d'armes à feu. 393 millions de citoyens possèdent des armes à feu. À travers le pays, les forces de l'ordre collaborent avec les milices et les clubs de tir pour créer des unités d'intervention rapides. Le message est simple, tenez la ligne, là où vous êtes. Une fois le choc initial maîtrisé,
L'armée américaine se concentre sur le renforcement de ce qui reste de ses défenses côtières et nordiques. Les zones prioritaires sont la côte pacifique, le corridor des Aléoutiennes en Alaska, où les patrouilles russes testent la couverture radar américaine, et la frontière sud-ouest, où le renseignement alerte sur des infiltrations par les routes de contrebande des cartels. La péninsule olympique est transformée en zone militaire fortifiée et isolée. Des batteries d'artillerie côtière sont installées pour couper l'accès au Puget Sound. Les Navy Seals et les équipes de reconnaissance des Marines avancent dans les îles San Juan, fouillant à la recherche de pièges, de points de largage et de tout ce qui ne devrait pas dériver dans les chenaux entre elles. Le long de la côte, les Marines camouflent des positions anti-chars dans le terrain. Les falaises, les ponts, les viaducs et de longues portions d'autoroute deviennent tous des emplacements pour les missiles Javelin et Tahoe. Les unités d'hélicoptères effectuent des patrouilles constantes le long de l'autoroute, rasant la côte à basse altitude et à grande vitesse, surveillant tout ce qui tenterait de percer les défenses principales. Les grandes villes de la côte ouest émettent des ordres d'évacuation partiels. Seattle est sous pression. Pendant ce temps, certaines des villes les plus reconnaissables comme Los Angeles, San Francisco et même Anchorage se préparent au pire. À l'est, la 10e division de montagne se déplace de New York vers la côte de la Caroline. La 82e division aéroportée reste en attente. Les parachutistes dorment quand ils le peuvent, attendant l'ordre de partir. Plus de 250 000 soldats en service actif sont déployés sur les deux côtes des États-Unis, soutenus par des centaines de chars et de véhicules blindés. Les drones AWACS et les satellites reconstituent le champ de bataille. Tout le monde retient son souffle. Alors que la bataille de Seattle fait rage au nord, l'ennemi ouvre un second front. Alors que le brouillard s'accroche à la côte centrale de la Californie, une force amphibie de diversion se dirige vers la base spatiale de Vandenberg. Des vedettes rapides frôlent l'eau, des hélicoptères volant presque au ras des vagues. C'est une tentative de diviser l'attention, de provoquer l'hésitation des forces et de sonder toute faiblesse le long de la côte ouest. Mais cette fois, les forces américaines sont prêtes. Les équipes de défense aérienne illuminent l'obscurité par des traînées soudaines de feu. Le ciel se remplit d'Avengers et d'intercepteurs FIM-92 Stinger. Certains hélicoptères explosent en plein vol au-dessus des vagues, sans jamais atteindre la terre. Plus loin, des avions canons AC-130 tournent en cercle sous l'escorte serrée de F-35, transformant les couloirs d'approche en zone de destruction avant que la force de débarquement ne puisse se former correctement. Sur les dunes, des éléments du 75e régiment de Rangers attendent, dissimulés dans le sable et les broussailles. Lorsque l'ennemi atteint la plage, le chaos éclate. Des mortiers pilonnent le rivage. Des mitrailleuses balayent la ligne de ressac. Il ne faut que 2 heures pour que le combat soit terminé. Alors que les blessés sont évacués de la plage, les survivants ennemis sont placés en détention militaire. Les premiers débriefings commencent à donner une image différente. Seattle est la base de l'attaque. Tentative délibérée de capturer une grande ville américaine, de la ravitailler par la mer et d'en faire un point de pression durable. L'ennemi veut désorganiser la logistique, disperser l'attention et saper le moral sur toute la côte ouest. De plus petits débarquements pourraient continuer à sonder le littoral. Mais Seattle reste l'objectif principal. Le commandement nord des États-Unis répond de la même manière. La première division de Marines se déplace vers le bassin de Los Angeles. La 3e division d'infanterie se dirige vers l'ouest depuis la Géorgie. Les blindés chargés sur des trains et des navires. La longue chaîne logistique s'active à cadence de guerre. Sur tout le front du Pacifique, les défenses aériennes se renforcent. Des batteries Patriot et THAAD encerclent Los Angeles et San Diego. Des patrouilles aériennes de combat survolent le Pacifique, assurant une couverture continue. Les groupes aéronavals, Carl Vinson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, se déploient à travers le Pacifique, traquant les 2e et 3e vagues. D'autres porte-avions se dirigent vers Hawaï et Guam pour couper les renforts ennemis. Mais l'Amérique n'est pas seule. Les alliances commencent à se consolider. Le Canada est le premier à apporter un soutien opérationnel total à son voisin. Des CF-18 forment des patrouilles de combat depuis Vancouver. Des moyens radars de l'OTAN arrivent d'Europe, étendant le réseau de surveillance sur les approches du Pacifique. Les destroyers des forces d'autodéfense maritime japonaises rejoignent les forces navales américaines pour commencer à sécuriser et contrôler le Pacifique central. La guerre n'est plus locale. Plus d'un demi-million de soldats américains opèrent désormais à travers le pays. Les militaires d'active, la garde nationale et la réserve, aux côtés des 3 divisions de Marines et de nombreuses unités blindées. Dans les airs, près de 1500 avions de chasse remplissent le ciel américain, menant des patrouilles aériennes incessantes. En mer, plus d'une centaine de navires de guerre et 60 sous-marins forment un périmètre solide autour du continent.
C'est un anneau de fer qui se densifie d'heure en heure. Les systèmes de défense antimissiles couvrent les zones critiques, tandis que le réseau intégré du NORAD surveille en continu l'ensemble du champ de bataille. L'attaque surprise a échoué. Seattle tient toujours, mais la ville est isolée et épuisée sous une pression constante. Les renforts n'arrivent plus à passer. Les voies maritimes se ferment derrière les assaillants. Ce qui devait être un point d'appui commence à ressembler à un piège. Après avoir repoussé l'assaut initial et stabilisé les lignes de défense le long de la côte ouest, la stratégie américaine change. Il est temps de contre-attaquer. L'enclave de Seattle tient bon. Pour l'instant, les forces ennemies sont isolées derrière les lignes américaines, à des centaines de miles de tout renfort fiable. Et en mer, la situation commence à évoluer de façon décisive. L'avantage du terrain commence à se faire sentir. La logistique américaine s'intensifie. Les voies ferrées, les autoroutes, les dépôts et les bases avancées alimentent tous le front à une vitesse que l'attaquant ne peut égaler. Ce qui ressemblait à une frappe soudaine et écrasante se heurte maintenant à la réalité d'une échelle industrielle soutenue. Le pari russo-chinois commence à paraître différent. Il ressemble à une surextension. S'inspirant des leçons des campagnes du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis passent de la stratégie de confinement à une pression systématique. Non seulement pour tenir la ligne, mais aussi pour comprimer l'espace de bataille, puis l'effacer. Une fois cela accompli, ils peuvent se tourner vers le Pacifique et en faire un cimetière pour toute force supplémentaire. À l'aube, l'Amérique déchaîne l'enfer. Les bombardiers B-2 Spirit du 509e escadron de bombardement décollent de la base aérienne de Whiteman. Leur mission est de décapiter la structure de commandement flottante de l'ennemi au large de la côte ouest. Ils pénètrent dans l'espace aérien du Pacifique comme des fantômes, presque invisibles au radar. Ils larguent des JDAM de précision directement sur 2 navires de commandement et de contrôle chinois et russe. Bien en dessous d'eux, les B&B lanceurs de la DFB fondent depuis les approches sud, rapides et à basse altitude. À distance, ils larguent leurs charges utiles dans une vague coordonnée, envoyant des missiles anti-navires longue portée fendre la surface de l'océan vers les groupes d'escorte et les formations de transport qui tentent de tenir le périmètre. Les sous-marins d'attaque de classe Virginia et Los Angeles sont déjà en position près d'Hawaï, et des Channel Islands, au large de la Californie. Des missiles de croisière jaillissent des profondeurs, frappant les moyens navals et les plateformes logistiques improvisées au large qui avaient commencé à soutenir la tête de pont de Seattle. Au large des côtes, l'USS Zumwalt, longtemps critiqué pour ses problèmes de jeunesse, connaît enfin son heure de gloire dans le combat. Alors que les navires ennemis foncent vers la côte de l'Oregon, le Zumwalt déchaîne des projectiles à hyper vitesse, déchiquetant les coques avant qu'elles n'atteignent la plage. L'ennemi est surpassé en puissance de feu, débordé et de plus en plus à court d'options. À la mi-journée, les navires ennemis sont en flammes. Sur les images infrarouges, chaque navire apparaît comme une silhouette en flammes. Certains rompent la formation, d'autres sont immobilisés, et quelques-uns ont déjà fait demi-tour pour battre en retraite. La flotte d'invasion soigneusement assemblée commence à se disloquer sous la pression soutenue venant de plusieurs directions. Un porte-avions ennemi encaisse plusieurs coups et perd sa capacité de manœuvre. Il dérive lentement, s'inclinant fatalement, tandis que ses escorteurs se dispersent en désordre. Ailleurs, des navires de transport transportant du matériel lourd pour un débarquement ultérieur près de la baie de Cus sont touchés avant de pouvoir réduire la distance. La physionomie de la bataille a complètement changé. La flotte ennemie du Pacifique n'avance plus. Elle se disperse, brûle et tente de survivre. Malgré l'effondrement naval au large, un vestige du plan ennemi tente une manœuvre encore plus désespérée. Dans une ultime tentative de reprendre l'initiative, une brigade de Marines ennemis renforcés débarque à Huntington Beach, juste au sud de Los Angeles. Des péniches de débarquement et des aéroglisseurs à faible silhouette traversent les vagues en rugissant, sous un feu de couverture. Des explosions retentissent sur la promenade. La fumée s'étend à l'intérieur des terres tandis que les troupes avancent sur le sable et s'enfoncent dans la bande côtière. Pendant un bref instant chaotique, ils gagnent du terrain. Un hôtel en bord de mer est pris d'assaut, et des signaux ennemis fusquent depuis ses étages supérieurs. Le long de la Pacific Coast Highway, des unités blindées commencent à avancer, testant la profondeur de la percée. Il semble qu'une seconde tête de pont puisse tenir, mais l'illusion du succès disparaît rapidement. La première division de Marines, basée à seulement 60 miles au sud, intervient en premier. Ils sont rapides, coordonnés et écrasants. Les unités de la Garde nationale de Californie viennent renforcer par l'arrière, tandis que des éléments de chars M1A1 Abrams arrivent du nord et que des formations Stryker verrouillent les accès à l'est. Au-dessus de tout cela,
Des hélicoptères Apache patrouillent le corridor à basse altitude, tandis que des AC-130 tournent au large, transformant chaque tentative de mouvement en un schéma traqué et écrasant de tirs et de contre-tirs. À la tombée de la nuit, l'incursion a été écrasée. Ce qui reste est isolé et rapidement balayé, bloc par bloc. Quelques irréductibles désespérés se retranchent dans des parkings et un magasin CVS, mais les équipes de tir des Marines les neutralisent au matin. Des drones filment les conséquences et les transmettent au commandement. Promenades silencieuses, positions abandonnées, prisonniers surveillés et menottés. Les images sont cliniques, détachées, déjà en train d'être transformées en rapports plutôt qu'en gros titres. C'est la première fois depuis 1814 qu'une force terrestre étrangère hisse son drapeau au-dessus d'une grande ville américaine. Et cela ne dure pas longtemps. Les conséquences. Première semaine. Une fois le territoire sécurisé, la défense passe à l'offensive. Les sous-marins de la classe Ohio, déjà positionnés dans le Pacifique et l'Atlantique, reçoivent l'autorisation de lancement. Depuis des emplacements dissimulés, ils lancent une vague coordonnée de frappes de missiles Tomahawk contre les infrastructures militaires clés du réseau de la coalition ennemie faisant face au Pacifique. Les installations navales, sites radars, aérodromes et centres logistiques de la mer de Chine méridionale à l'extrême-orient russe sont anéantis. Au même moment, des formations de B-52, opérant depuis des bases à Guam, Diego Garcia et aux États-Unis continentaux, mènent des missions de frappe à longue portée. Leur chargement varie selon l'objectif. Des munitions de précision pour les cibles durcies, accompagnées de messages de guerre psychologiques, avertissant les civils ennemis de ce que leurs dirigeants ont provoqué et les exhortant à se rendre. Le cybercommande américain passe à l'attaque. Sur plusieurs théâtres d'opération, les communications ennemies sont coupées. Les groupes insurgés soutenus par les Américains en territoire ennemi retrouvent de l'ambition. Pendant ce temps, les forces des opérations spéciales mènent des opérations dans les îles San Juan et le long de la péninsule olympique. Elles éliminent les derniers points d'observation et d'infiltration. En Alaska, les unités de l'armée éliminent les équipes Spetsnaz isolées, qui tentent de se cacher dans le terrain rude et reculé. Petit à petit, la capacité de l'ennemi à se coordonner et à s'organiser commence à s'éroder. Et pour la première fois depuis le début du conflit, l'initiative n'est plus contestée. Elle se projette activement vers l'extérieur. Le cours de la guerre s'est enfin inversé. Le front de Seattle est désormais effectivement isolé et intenable. Les renforts sont coupés. Les munitions commencent à manquer. Le ravitaillement aérien est impossible à cause de la supériorité aérienne américaine. De petits groupes de soldats ennemis commencent à se rendre, tandis que d'autres se replient dans des positions fortifiées, se préparant à une attaque majeure qui ne viendra jamais. En coulisses, des messages circulent, par l'intermédiaire d'intermédiaires. L'ennemi donne un ultimatum sévère, cessez les hostilités ou subissez les conséquences. Jusqu'à présent, l'arsenal nucléaire reste intact. Jusqu'à présent, deuxième semaine. Avec la côte ouest stabilisée et l'invasion de Seattle contenue, les États-Unis passent à la phase suivante. Ils tentent d'établir une défense durable, une mobilisation industrielle totale et le démantèlement de toute menace restante. Le pays porte encore les traces des premières frappes. Les ports sont endommagés, les ponts ne sont plus que du métal tordu, les devantures de magasins sont marquées par le feu. Mais la dynamique a changé. L'objectif n'est plus la survie, c'est le contrôle. Dans un entrepôt éventré à la périphérie de Tacoma, un sergent des Marines compte ses munitions restantes. 3 chargeurs. Il contacte le commandement par radio. On lui dit que du renfort arrive. Tenir la ligne, il obéit. Seattle reste disputé mais complètement encerclé. La base interarmée. Lewis McChord a été reprise et le nettoyage avance dans les couloirs industriels de Tacoma, éliminant les derniers vestiges des combats initiaux. Derrière les lignes de front, les planificateurs ne prennent aucun risque. Ils commencent à établir un périmètre renforcé, qui s'étend bien au-delà des États-Unis continentaux. L'Amérique du Nord va devenir une forteresse. Des renforts affluent vers Guam, Hawaï et Porto Rico. Le canal de Panama est placé sous protection militaire totale, en coordination avec les autorités panaméennes. La logistique peut circuler sans interruption entre les océans. À travers les Caraïbes et le golfe du Mexique, des navires de surveillance et de patrouille surveillent les routes maritimes et ferment toutes les brèches restantes dans la couverture. Le pacte de Rio est activé, élargissant la guerre à un cadre de sécurité complet. Le Canada, déjà engagé, renforce Vancouver, protégé de toute pression côtière. La Nouvelle-Écosse est intégrée aux itinéraires de patrouille de l'Atlantique Nord. Le Mexique déploie des unités d'élite anti-cartel pour sécuriser sa frontière nord. Il coordonne également ses actions avec les formations américaines opérant en Californie. Plus au sud, le Brésil et la Colombie fournissent des bases pour les vols de reconnaissance et le ravitaillement naval.
Sur le territoire national, la force spatiale commence à prouver sa valeur. Des satellites de surveillance à lancement rapide remplacent ceux perdus. Les satellites GPS et de communication sont rétablis. Les prototypes de satellites à sauts orbitaux de la DARPA font l'objet d'une procédure accélérée. Une toute nouvelle couche d'observation orbite désormais autour de la Terre. Le long des côtes américaines, un réseau de radars transhorizons et de dirigeables s'étend de la Basse-Californie à la Colombie-Britannique, tissant une image d'alerte précoce continue. Les unités de patrouille aérienne civile couvrent les basses altitudes, tandis que les opérateurs de drones étendent l'observation côtière sous coordination centralisée. Les communautés maritimes, flottes de pêche, plaisanciers et auxiliaires de patrouille transmettent des observations en temps réel aux centres de commandement régionaux. Ce n'est plus seulement l'armée. Semaine 3. À l'usine Ford de Dearborn, dans le Michigan, le dernier F-150 sort de la chaîne à 23h47 un mardi. Le mercredi matin, la configuration de l'assemblage a changé. Ce qui vient ensuite n'est pas un camion. La puissance industrielle de l'Amérique est passée à la vitesse supérieure. Les chaînes de montage sont rapidement reconfigurées dans tout le pays. La production civile ralentit, tandis que les usines privilégient les contrats militaires. Les usines aérospatiales, autrefois axées sur les commandes commerciales, produisent désormais rapidement drones, munitions et composants d'avions. Les fabricants de défense passent à des opérations 24 heures sur 24, alors que les objectifs de production augmentent chaque semaine. Les chantiers navals suivent le mouvement. En Virginie, dans le Maine et le Mississippi, les cales sèches accueillent des navires endommagés revenant du Pacifique. Les équipes de réparation travaillent jour et nuit, colmatant les coques, remplaçant les systèmes et remettant les navires en service aussi rapidement que possible. D'anciens navires de réserve sont sortis du stockage et modernisés avec des modules de missiles modulaires et un suivi des menaces basé sur l'IA. La construction de nouveaux navires s'accélère sous l'autorité d'urgence en temps de guerre, tout comme la hausse spectaculaire des effectifs. Les mécaniciens, ingénieurs, linguistes, experts en cybersécurité et planificateurs logistiques sont tous mobilisés en priorité. Avant même la conscription obligatoire, des files se forment devant les bureaux de recrutement. Les anciens combattants se réengagent, les réserves grossissent. Partout dans le pays, les bases d'entraînement fonctionnent à pleine capacité. Et contrairement à de nombreux pays qui ont mené des guerres prolongées, les États-Unis possèdent toujours leur plus grand avantage stratégique, la distance. L'énergie et l'agriculture restent à des niveaux stables grâce à la chance géographique d'une patrie intacte. Il n'y a ni famine, ni pénurie de carburant. Mais les Américains s'adaptent. Le carburant est rationné. Les déplacements non essentiels diminuent. Les communautés organisent des collectes de soutien. Les jardins de la victoire surgissent dans les arrière-cours et terrains vagues, non par nécessité mais comme symbole d'une cause plus grande. L'invasion a choqué le pays. La réponse commence à le transformer. Pendant ce temps, les laboratoires secrets du Pentagone sont propulsés sous les projecteurs. Des projets longtemps cachés derrière des budgets secrets deviennent urgents en temps de guerre. Des drones expérimentaux surgissent sur le champ de bataille. Des systèmes d'IA avancés trient des montagnes de données, aidant les commandants à cibler des installations stratégiques. La vague d'innovation ne se limite pas non plus aux installations gouvernementales. La Silicon Valley change de cap presque du jour au lendemain. Les startups se retrouvent à résoudre des problèmes militaires. Des algorithmes logistiques optimisent le déplacement du carburant, des munitions et du personnel sur plusieurs milliers de kilomètres. Les ingénieurs logiciels s'empressent de rendre les réseaux de communication infaillibles face aux perturbations. Les équipes de cybersécurité œuvrent sans relâche pour corriger rapidement les vulnérabilités. Les engagements de défense collective de l'OTAN sont pleinement activés. Les navires alliés patrouillent en Atlantique, pendant que les forces aériennes européennes déploient en Amérique du Nord et sur les bases arctiques. Les exercices conjoints deviennent des opérations conjointes. Le partage de renseignements est presque instantané. À travers le Pacifique, les alliés de l'Amérique passent du soutien au partenariat. L'Australie et le Japon deviennent des partenaires essentiels de l'effort de la coalition, étendant la couverture de surveillance et protégeant les voies maritimes. En même temps, la pression économique commence à s'accentuer. Les sanctions s'étendent bien au-delà de la coalition initiale. Les pays qui tentaient autrefois de rester neutres commencent à prendre leur distance avec les agresseurs. Les contrats commerciaux expirent, les réseaux financiers se resserrent, les relations diplomatiques s'effritent. Les répercussions économiques de la guerre commencent à toucher des endroits loin du champ de bataille. L'ennemi pensait pouvoir briser l'Amérique. Ils avaient tort. Semaine 4. Une enseignante à Portland colle une carte dessinée à la main du Nord-Ouest Pacifique sur le mur de sa classe. Elle ne l'enlève pas. Les écoles ont rouvert, mais les choses sont différentes.
Les exercices d'urgence sont aussi courants que les alarmes incendie. La sécurité est renforcée partout. Les campus universitaires voient une augmentation des inscriptions au ROTC. La guerre fait désormais partie du quotidien. Des drapeaux apparaissent aux fenêtres qui étaient restés nus pendant des années. Le conflit a changé le pays. Les planificateurs de la défense estiment qu'un ennemi acculé reste dangereux. Les analystes du renseignement cherchent toujours des indices d'une riposte ou d'une opération secrète. À travers le pays, les batteries Patriots, TH-IAD, Aegis Ashore et les systèmes NASAMS encerclent chaque grande ville. Les écrans radars brillent toute la nuit. Chaque accès au continent est surveillé et suivi. Et dans le nord-ouest Pacifique, la cicatrice la plus visible de la guerre demeure. Seattle n'est plus en danger de tomber. Mais elle n'est pas en paix. La ville reste sous contrôle strict, entourée de sécurité et de surveillance constante, tandis que les opérations de récupération et de déblaiement se poursuivent. La seule chose qui ne revient pas à la normale, c'est la posture de défense. C'est désormais permanent. L'Amérique forteresse est une réalité. À la fin de la 4e semaine, 1 mois après l'attaque malheureuse de l'ennemi, les forces américaines continuent de prendre de l'élan. Les lignes d'approvisionnement s'étendent à travers le continent. Les usines tournent jour et nuit. Les alliés continuent de se rallier. La guerre a peut-être encore des chapitres à écrire, mais la direction de l'histoire ne fait aucun doute. Quoi qu'il arrive ensuite, négociations, effondrement, escalade ou paix précaire, l'initiative appartient désormais aux États-Unis. Les assaillants n'avancent plus, ils réagissent. L'invasion de Seattle était censée choquer le monde, et elle l'a fait, mais pas de la manière dont ses architectes l'avaient prévu. Ils s'attendaient à susciter la peur. Au contraire, ils ont trouvé de la détermination. Ils prévoyaient la division, mais ont trouvé l'unité. Ils pensaient que l'Amérique allait se briser à cause d'une guerre interne. Au lieu de cela, ils ont réveillé toute la puissance d'une nation. La flotte ennemie a été anéantie. Leurs forces d'élite ont été submergées. L'attaque a changé le monde en quelques heures, mais la riposte l'a transformé pour des années. Les historiens militaires passeraient des décennies à analyser l'opération, cherchant le moment où tout a basculé. Certains pointeront du doigt les lignes d'approvisionnement trop étendues, d'autres l'échec à assurer la supériorité maritime. D'autres encore mettront en avant la croyance qu'une occupation limitée pouvait survivre face aux poids industriels, géographiques et politiques de l'Amérique du Nord. Ce qui avait débuté comme une tentative de modifier l'équilibre des pouvoirs est devenu un cas d'école de surextension stratégique. Une campagne qui a fait la une des journaux, saisi des territoires et captivé l'attention du monde, pour découvrir ensuite qu'il était plus difficile de conserver ses acquis que de les conquérir. Le plus difficile dans l'invasion de l'Amérique n'était pas d'y entrer, mais d'en sortir. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour en voir d'autres, abonnez-vous et activez les notifications. Cela fait vraiment la différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur ma PAC.